Nous faisons une séance en visioconférence, comme vous le constatez, avec quelques difficultés, et nous avons la joie de vous dire que très bientôt, nous allons pouvoir associer à la visioconférence la présence de tous ceux qui pourront venir, puisque les contraintes s'allègent. La séance d'aujourd'hui a été organisée à l'initiative de Hubert Johannet par Olivier Goët-Brissonnière avec le titre suivant « Rôle et mission des conseils nationaux professionnels et de la FSM ». C'est un sujet très très important pour le présent et l'avenir de notre profession. Avant de commencer cette séance, je dois vous annoncer le décès de deux bisontins, le professeur Raoul Stemley, qui était neurochirurgien, et le professeur Henri Duvernois, qui était anatomiste. Je passe la parole pour quelques instants à Georges Mention, qui les a très bien connus et qui veut évoquer leur mémoire. Merci, cher Philippe, Monsieur le Président. Je m'excuse auprès d'Olivier Goët-Brissonnière parce que je vais lui amputer sa séance de quelques minutes, mais je pense que vous pourrez dépasser. Alors, je vais commencer par faire l'éloge de mon maître, le professeur Raoul Stemley. Raoul Stemley était professeur émérite, ex-chef du service de neurochirurgie au Centre hospitalier universitaire de Besançon. Il est né en 1922 à Mexico, où son père, d'origine alsacienne, travaillait, et il est décédé à Besançon le 28 avril 2021 à l'âge de 99 ans. Après un cursus initial à Strasbourg, assez compliqué en raison de l'occupation allemande de l'époque, il termine ses études à Paris, puis revient en Alsace. Il s'oriente rapidement vers la neurochirurgie qui était en voie de développement à l'époque, et du fait de l'absence de débouchés en France, il retourne à Mexico en 1957, où il sera chef de service à l'hôpital espagnol jusqu'en 1966. C'est à cette date qu'il arrive à Besançon, dans un CHU nouvellement créé. Il va construire ex nihilo, au fil des années, un service régional de neurochirurgie de 55 lits, avec des secteurs de réanimation et de pédiatrie intégrés. Il crée également une véritable école de neurochirurgie avec des collaborateurs fidèles et reconnus tels que Guy Jacquier et Joël Godard, qui est également membre de notre académie, et accueille et forme également de nombreux spécialistes du monde entier, en particulier d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient. Il contribue également au développement de la neuroradiologie balbutiante à cette époque également, en acceptant comme interne pendant un an Jean-François Baudeville, qui sera un des premiers professeurs de neuroradiologie en France et qui acquérera dans ce domaine une réputation internationale. C'est en 1992 que Raoul Stemley est élu à l'Académie nationale de chirurgie, dont il restera un fidèle membre jusqu'à ses dernières années. Il a été d'un grand soutien lors de mon projet de présidence en 2014. Une apparence rigoureuse liée à son appartenance au terroir alsacien, qu'il détaille d'ailleurs largement dans plusieurs livres autobiographiques, le professeur Raoul-Henri Stemley était un homme courageux, comme son parcours le démontre, généreux et charmant avec ses malades, ses collaborateurs et ses collègues. Il était chevalier de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite et membre du Collège américain de chirurgie. Permettez-moi, Monsieur le Président, mes chers collègues, d'adresser en votre nom notre soutien et nos sincères condoléances à son épouse, Maria, rencontrée au Chili, et à ses 6 enfants, Pierre, Paul, qui est l'épouse de Michel Gillet, Paul Dominique, qui est l'épouse de Michel Gillet, Éric, Michel, Philippe et Geneviève. Merci, Monsieur le Président. Je passe maintenant à Henri Duvernois. Le professeur Henri Duvernois est décédé le 11 mai 2021 à l'âge de 90 ans. Il était un des derniers représentants des anatomistes français capables de faire un cours magistral, comme son vieil ami, également connu Maurice Laude, devant 500 étudiants, admiratifs de la construction des dessins anatomiques précis au tableau noir, à la craie et à main levée, tout en dictant sans note le texte qui correspondait. Sans répit pendant l'heure de cours, aucun des étudiants complètement envoûtés
n'envisageait de perturber celui-ci. Il était magistral. Henri Duvernois avait passé une grande partie de sa jeunesse avec Roger Guillemin, grand ami de la famille Duvernois. Ce futur prix Nobel de physiologie en 1977 pour ses travaux sur les neuropeptides du cerveau a clairement encouragé et soutenu Henri dans ses recherches en neuroanatomie. Diplômé de la faculté de médecine de Paris en 1958, Henri Duvernois a été nommé agrégé en anatomie en 1962, après 4 années de compagnonnage avec Jean-Georges Corriquet à Strasbourg, lui-même élève du célèbre Philippe Belloc que chacun connaît. Il s'est immédiatement orienté vers la neuroanatomie, largement ignorée à l'époque, avec une technique originale d'injection vasculaire à l'encre de Chine qui allait devenir sa véritable marque de fabrique. Il laisse 7 ouvrages originaux édités chez Springer en langue anglaise qui font référence et sont constamment réédités. Ces publications ont permis la compréhension par les neurospécialistes que sont les neurologues, les neuroradiologues, les neurochirurgiens, des coupes scanographiques puis IRM du système nerveux central dans les 3 dimensions et ont contribué à sa réputation internationale et à celle de notre université. Après sa retraite, il a encore publié un magnifique ouvrage sur l'hippocampe, région cérébrale jusque-là un peu mystérieuse. Et finalement, en 2008, il a publié à la demande et avec la collaboration de nombreux neurospécialistes du monde entier, le Duvernois Atlas of the Human Brain, Stem and Cerebellum. Pendant sa carrière, il a formé de nombreux élèves, dont moi-même, puisque j'ai eu le privilège de le côtoyer pendant 18 ans dans son laboratoire où il m'a accueilli de 1970 à 1988. Homme d'une élégance naturelle rare, comme vous pouvez le voir sur le cliché que j'avais choisi, et d'une grande modestie, il a fait l'admiration de plusieurs générations d'étudiantes et d'étudiants. Par ce message, l'Académie nationale de chirurgie tenait à s'associer à la peine de Dieu, son épouse, de ses 2 fils, Richard et David, et leur adresse ses sincères condoléances. Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Secrétaire général, merci, chers collègues. Merci, cher Georges. Nous passons maintenant la parole à notre secrétaire annuel, Jean-Louis Béraud, qui va faire le compte-rendu de la séance précédente. Il m'a coupé. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, mes chers collègues, la séance du 28 avril était extrêmement variée. Il y avait 6 communications libres dans des sujets tout à fait différents. La première communication de Patrick Guillot d'Arès, près de Bordeaux, a parlé des indications médicales et esthétiques des lasers ablatifs. Ces lasers de surfaçage, dits ablatifs, sont l'herbium et le CO2. La cible de destruction est l'eau intracellulaire. Le but est d'effectuer une photocoagulation associée à un dommage thermique. Le laser CO2 peut photocoaguler et couper comme un bistouri. Il peut être utilisé en mode continu, ultrapulsé ou fractionné, le plus récent, avec des effets secondaires plus discrets. Il est ablatif et anticoagulant, alors que le laser herbium n'est qu'ablatif et moins puissant. Le principe du traitement est de détruire de façon plus contrôlée l'épiderme et le derme papillaire qu'avec l'abrasion mécanique. Le laser produit des impacts très brefs qui coagulent sans carboniser. L'indication principale est le photovieillissement du visage. La zone de destruction thermique cicatrise par néocollagénèse qui lutte contre le vieillissement cutané. Trop de destruction conduit au risque de cicatrice, pas assez à une néocollagénèse insuffisante. Il faut insister dans la préparation sur la prévention de l'herpès qui est dangereux. Un pansement gras fermé est appliqué après les passages laser et la cicatrisation est obtenue en 1 semaine environ. Il faut guetter l'hyperpigmentation traitée par dermocorticoïdes. Il y a d'autres indications, les kératoses actiniques, la chélite actinique, les cicatrices d'herpès et de varicelle, l'acné, les condylomes et verrues, les lésions bohénoïdes, les neurofibromatoses et certains carcinomes, mais seulement certains in situ. Des questions. Maxime Ross, quel est l'âge limite chez l'enfant? 7 ans.
Puis Elbero, cette méthode s'applique-t-elle aux cicatrices pigmentées et aux petits épithéliomas basocellulaires? Ce n'est pas idéal pour les cicatrices car cela peut générer une cicatrice pigmentée. Attention à ne pas méconnaître un mélanome de Dubreuil. On ne l'utilise pas en première intention a priori pour les basocellulaires. Jean-Claude Couffinal, le risque d'une infection herpétique paraît important. Comment l'expliquez-vous? C'est le dommage thermique qui est dangereux. Hubert Joannet, traitez-vous les verrues plantaires et les condylomes périanaux? Pour les verrues, les suites sont longues et douloureuses, on préfère d'autres traitements. On ne fait pas ces gestes sans consultation préalable car il faut très bien expliquer que les suites peuvent être longues. Pour les condylomes de la marge anale, c'est une bonne alternative, mais le matériel est onéreux. Il faut traiter autrement, bien sûr, les condylomes du canal. Philippe Marc, peut-on régler l'appareil pour ne faire qu'un seul passage? Un seul passage ne traite que l'épiderme, ce qui n'est pas suffisant. L'avantage du laser par rapport à l'abrasion est que tous les paramètres sont enregistrés et que le traitement est le même sur toute la surface. Ensuite, Mme Blatière de Montpellier a parlé du traitement du rhinophyma et M. Guillot a parlé de la dermabrasion laser. Le rhinophyma, c'est une déformation nasale progressive provoquée par une hypertrophie des glandes sébacées de la partie distale du nez évoluant vers la fibrose. C'est le stade ultime de la rosacée qui touche l'homme blanc caucasien. Le rôle de l'alcool est important, le retentissement est majeur, esthétique, avec impact parfois majeur sur la qualité de la vie, respiratoire aussi et tumoral, 15 à 30% de cancers cutanés associés, de diagnostics souvent difficiles. Contrairement à la rosacée, le traitement n'est que chirurgical. On utilise la chirurgie, le laser, la radiofréquence qui est onéreuse et la cryochirurgie peu utilisée en raison de l'acromie séquelaire. Le but est de redonner au nez ses contours naturels. Les réparations par lambeau-greffe ne sont pas satisfaisantes. La décortication à lame froide associée à une dermabrasion et cicatrisation dirigée sur 15 jours est réalisée sous anesthésie locale tumescente. Il faut respecter les unités pilosébacées et les aires narinaires. Les fragments sont adressés en anapathe, un pansement alginate hémostatique est mis en place. Pour le laser, celui-ci est utilisé plutôt sous anesthésie générale en mode continu, ultrapulsé ou combiné. Il faut limiter l'effet thermique, source de cicatrices. Il faut aussi éviter la vaporisation excessive qui peut entraîner dilatation des pores et perte de l'effet des valves narinaires. C'est donc une technique élégante et exsangue, mais délicate, nécessitant une grande expérience. Des questions, Philippe Topard. Y a-t-il des récidives et comment les traitez-vous? C'est rare, parfois l'on préfère risquer une récidive plutôt que de réaliser une exérèse excessive d'emblée. Jean-Pierre Rosenbaum, pourquoi certains patients attendent si longtemps, parfois plusieurs années? On se demande souvent pourquoi. Il y a une méconnaissance des possibilités thérapeutiques. Les femmes consultent beaucoup plus tôt. Maxime Ross, la maladie évolue-t-elle pour son propre compte? L'arrêt de l'alcool, par exemple, peut-il faire régresser ou stabiliser? Il faut toujours suivre ces patients et utiliser aussi le traitement médical car cette maladie est évolutive. Hubert Joannet, le problème est peut-être celui du diagnostic précoce qui n'est pas fait. Les hommes jeunes et les femmes s'inquiètent plus vite d'un épaississement anormal de la pointe du nez. Les hommes plus âgés négligent. Autre sujet passionnant, Thierry Dubert de Champigny, l'impact de la relation patient-chirurgien sur la durée d'arrêt de travail des patients. La relation chirurgien-patient a-t-elle un rôle sur l'évolution des suites fonctionnelles de nos opérés? Tous les chirurgiens se sont posé la question. Pour tenter d'y répondre rigoureusement, a été réalisée une longue étude observationnelle sur 219 patients en arrêt de travail après traumatisme ou troubles musculo-squelettiques du membre supérieur. Ceci grâce au réseau Prévention Main d'Île-de-France qui réunit tous les services d'urgence main. La relation très particulière entre le chirurgien et son patient est très peu étudiée, une seule étude, par rapport à la relation classique médecin-malade. La qualité de cette relation a été analysée par un questionnaire adapté, Q-Passerelle, rempli par le patient lors de l'inclusion, 5 mois après l'intervention, et ont été associés des scores fonctionnels et de qualité de vie. Le retour au travail a été mesuré 6 mois après l'inclusion. Les lésions sont graves, on le voit, car 45% des patients étaient toujours en arrêt à 6 mois, soit 11 mois du traumatisme. Les résultats sont sans appel. La qualité de la relation mesurée par le Q-Passerelle est fortement associée à la reprise de travail et à la durée d'arrêt. Le Q-Passerelle et la gravité des lésions sont donc les deux facteurs largement significatifs statistiquement. Beaucoup de questions. Avez-vous validé le test, Maxime Ross? Oui, le Q-Passerelle a été validé. On a pensé à d'autres domaines de la relation chirurgien-patient qui pourraient être validés, par exemple la décision opératoire partagée. La reprise du travail a l'impact le plus fort, facile à mesurer, c'est pourquoi nous l'avons choisi en premier. Jacques Caton, faut-il parler de relations chirurgicales ou médicales? Savez-vous s'il y a eu des recours ou des plaintes? Avez-vous étudié l'évolution du Q-Passerelle à gravité égale des lésions? Enfin, un rapprochement avec orthorisque paraît intéressant.
On étudie spécifiquement la relation chirurgien-patient. On n'a pas recherché des recours juridiques. En traumatologie, il n'y a pas vraiment de pathologie à gravité égale, c'est donc très difficile. C'est pourquoi l'on a utilisé une analyse multivariée. Jacques Beaulieu, commentaire. Nous avons étudié la reprise du travail après transplantation du foie. C'est un très bon indicateur. Dans la population de patients qui travaillaient avant, 60 à 70% reprennent leur activité à 6 mois en France. Insistons sur l'anticipation, par un programme d'aide, de cette reprise avant même le geste chirurgical. Réponse, les choses sont assez comparables. Un réseau prévention-main permet d'aider le plus tôt possible les patients à envisager l'avenir et c'est essentiel. Henri Coudin, avez-vous constaté une différence entre les chirurgiens hommes et femmes? Cela n'a pas été étudié. Jean-Pierre Rosenbaum, avez-vous étudié l'impact des différents moyens, oral, écrit, audiovisuel, pour un meilleur accompagnement du patient? Réponse, on a mesuré le ressenti du patient. Comment transmettre l'empathie et la compassion? Une étude a montré que la confiance du patient ne dépend pas du temps. De plus, des techniques permettent d'avoir le comportement le plus adapté, même quand le chirurgien est moins enclin à bien communiquer, s'il a lui-même des soucis personnels, etc. Patrick Guillot, certains ont tout de même du mal à s'auto-analyser et parfois même peuvent déporter la responsabilité sur des membres de l'équipe qui se retrouvent en première ligne. Réponse, il est difficile de donner une réponse avec un bon niveau de preuve à cette question. Difficile. Le chirurgien doit vouloir le mieux pour son patient et travailler en équipe. Ce test interpelle tout praticien et l'on peut raisonnablement penser que nul ne refuse de progresser. Philippe Marr, commentaire, c'est important d'étudier ainsi les vertus de l'humanisme médical. Georges Abirab de Beyrouth a parlé, tout autre domaine, du traitement chirurgical du pied plat chez l'enfant par arthroérésis. Le pied plat est fréquent chez l'enfant. La majorité des pieds plats disparaît durant la croissance car l'arche se constitue et seulement environ 10% persistent à l'âge adulte. Il est souvent associé à un valgus de l'arrière-pied. La difficulté est de savoir qui opérer et quand opérer. On opère les pieds plats flexibles, sévères, douloureux, résistants au traitement médical avec facteurs de risque, qui sont rétraction du tendon d'Achille, coalition tarsienne rigide, et dans le cadre d'une maladie neuromusculaire. Il y a 3 types de traitements: repositionnement, ostéotomie du calcanéum, arthrodèse. Et présenter la technique de l'arthroérésis dans le pied plat souple, réductible, idiopathique et en croissance. L'astragale est relevée par une prothèse expansible, soit Calix, soit MBA, dans le sinus du tarse. On associe un allongement du triceps et un avancement du tendon tibial postérieur. 140 patients ont été opérés entre 2002 et 2018, 240 pieds en tout. Les résultats sont favorables et se maintiennent dans le temps. L'échec du matériel est très rare. Question, Olivier Jardet, le pied plat est une divergence qu'il faut corriger. Je mets le membre en décharge un mois en raison notamment du geste sur le tendon d'Achille. Réponse, j'effectue également un allongement du tendon tibial postérieur et je mets les patients en décharge avec une botte plâtrée également pour 6 semaines. Jacques Caton, les chirurgiens italiens enlèvent systématiquement la prothèse au bout d'un an. Réponse, avant je les retirais à la fin de la croissance. Souvent en fait, elles sont bien tolérées et peuvent rester en place. Olivier Jardet, oui, elles sont bien tolérées, nous en mettons aussi d'ailleurs chez l'adulte. Jean-Louis Prudon de Grenoble, le chirurgien évaluateur au cœur du dispositif de réglementation européen des dispositifs médicaux implantables. C'est un sujet important car un nouveau règlement européen nous est imposé concernant l'évaluation des dispositifs implantables. Plusieurs scandales ont montré qu'il y avait eu des insuffisances dans le système de réglementation. Les directives européennes sont devenues une loi beaucoup plus contraignante. Il y aura notamment un plan d'évaluation clinique, une matériaux-vigilance complexifiée et une évaluation avec un suivi par l'industriel qui aura donc besoin de l'aide du chirurgien. Celui-ci sera impliqué dans le processus d'évaluation des implants et dans le suivi clinique après commercialisation. Le passage d'une recommandation à un règlement a des conséquences prévisibles. Augmentation du prix des implants, réduction du nombre d'implants, fermeture des petites compagnies. Mais le problème majeur, c'est l'avenir de l'innovation dans la communauté européenne. Question, Jacques Caton. Un groupe de travail triacadémique, médecine, chirurgie, pharmacie, étudie les dispositifs médicaux implantables et s'intéresse à l'innovation. Une entreprise ne pourra innover dans un domaine nouveau qu'en rachetant un fabricant spécifique. La concentration sera un problème. Les réglementations deviennent telles que seules de grosses entreprises pourront avoir la surface financière suffisante. De plus, entre la conception d'un nouveau matériel et sa commercialisation, cela va durer 2 ou 3 ans. Puis, il y aura une diffusion progressive, d'abord sur des séries limitées, et tout cela est très très long. Quel industriel osera alors investir? Hubert Joannet, commentaire,
C'est déjà très difficile actuellement en France de mettre en place une innovation. Le chirurgien évaluera, mais il souhaitera avoir un retour. Ce sera compliqué. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Louis.